Bienvenue, une nouvelle rencontre avec Florence Boss qui est installée sur les canapés. Bonjour Florence. Bonjour Marc. Ça se passe là, voilà, comme ça, parce que bien. vous voyez regarder dans tous les sens avec tous les écrans. Je suis ravi de vous accueillir. Merci d'être là. Comment fluidifier les traumatismes de manière douce? Comment notre cerveau encode la réalité et quelle différence y aurait-il entre la conscience et tout ce qui est générateur, tout ce qui est fait au travers de la conscience et de l'inconscient? Non, le conscient Ouais. et la conscience. Et la conscience, voilà, c'est ça, exactement. Vous remettez les choses dans l'ordre et vous avez bien raison. Et puis alors, vous êtes à l'origine d'une pratique, votre pratique. Allez, alors, je vais vous laisser dire le nom. Alors, évidemment, le nom en français, c'est Abri, qui s'appelle A-B-R-I-H-E. Absolument. Et qui est en fait l'abréviation de Alternative Breathing to Reduce Intensity of High Emotion. Voilà, exactement. En français, respiration alternative pour réduire l'intensité des émotions élevées. Voilà, mais en fait, quelle différence y a-t-il avec, alors on va tout de suite se poser cette question, la cohérence cardiaque? Ah, ça n'a rien à voir. La cohérence cardiaque, c'est une méthode de respiration qui va permettre de remettre en cohérence esprit, cœur, poumon. Ça ramène dans le présent. La cohérence cardiaque, c'est indispensable. Là, il s'agit d'un protocole qui a été mis au point sur de longues années pour permettre de fluidifier les traumatismes émotionnels, qu'ils soient récents ou qu'ils soient très anciens. Mais toujours en rapport avec la respiration. Alors, la technique utilise entre autres le souffle. Le souffle, ouais. Mais utilise aussi beaucoup la vitesse et le temps. Alors, on va parler de tout ça dans le détail parce que c'est toujours intéressant de voir ces nouvelles approches. Et je vous invite évidemment à rester attentif parce que dans la dernière partie de l'émission, vous allez nous offrir une exclusivité. Absolument. Avec, non pas évidemment la méthode parce que ce serait beaucoup trop long, mais en tout cas une petite synthèse de cette méthode que l'on peut mettre en pratique, nous, très vite, très rapidement. C'est ça, c'est-à-dire que la méthode comprend deux volets. La méthode entière, qui est vraiment spécialisée pour la gestion des traumatismes et qui doit être faite par un thérapeute, et l'abri flash, que je vais vous transmettre à tous, de façon à ce que vous puissiez au quotidien gérer vos émotions. Gérer les émotions. Et alors ça, c'est... Alors, quelles que soient les émotions, oui. Ça, c'est formidable. Parce qu'il y a un petit outil comme ça qui permet de gérer ses émotions très rapidement et qui plus est efficace, on en a tous besoin. On en a parce tous que besoin. nous avons tous des émotions. Ah ben oui, nous sommes des êtres d'émotions. Exactement. On va parler évidemment de votre parcours, Florence. Vous parliez justement de cette méthode Abri, A-B-R-I-H-E, et vous dites qu'elle a été élaborée il y a, en tout cas, depuis longtemps. Depuis 2017. Depuis 2017. Qui est à l'origine de ça? Ah, c'est moi qui suis à l'origine de ça. C'est vous qui l'avez complètement conçu? Ah oui, oui, complètement conçu. Je pensais que c'était quelque chose que vous aviez peut-être réinitialisé avec votre personnalité et votre touche. Non, pas du tout. C'est vraiment une méthode que j'ai conçue. Alors c'est vrai que avant ça, ce qui a été à l'origine de la méthode, c'est que j'ai rencontré des gens travaillant dans une ONG qui allaient sur des terrains difficiles d'opération. Post-trauma? Non, sur des terrains militaires, sur des terrains de guerre, etc. Oui, mais je veux dire, oui. Et ces gens-là, je leur disais, qu'est-ce que vous avez comme outil pour, quand vous avez des images choquantes, quand il vous arrive émotionnellement des choses fortes, est-ce que vous avez des outils, est-ce que vous êtes formés? Ils m'ont dit non. Ça, c'était vraiment à l'origine, c'est-à-dire que moi, comme j'avais eu beaucoup de formations, ça faisait déjà longtemps que je pratiquais en cabinet, j'ai réfléchi à essayer de trouver des transversalités de techniques pour leur créer des outils concrets pour qu'ils puissent partir en terrain d'opération avec une boîte à outils. Et puis, j'étais vraiment dans cette histoire de transversalité. Et puis, à un moment donné, j'étais chez moi et un an auparavant, j'avais suivi une formation en Espagne et une énorme colère, mais quelque chose d'incroyable sort. Et malgré tous les outils que j'avais, ça ne marchait pas. Cette colère ne passait pas. Et je fais un truc. OK? Mon compagnon de l'époque passe, il me dit, oh là, il voit ma tête, il me dit, oh là, je ne vais pas la déranger. Je fais ce truc, il revient 2 minutes plus tard et il me dit, qu'est-ce que tu as fait? Vous aviez changé de comportement, de Ah non, mais j'avais changé de tête. De tête, oui. Et là, je me dis, wow, il vient de se passer quelque chose. Ça m'a interpellée
Et je me suis dit, bon, ok, alors j'ai fait ça. Donc, du coup, ça, oui, mais ce n'est pas complet. Et donc, a commencé un travail qui a duré 1 an et demi pour affiner la technique. Évidemment, je la testais au jour le jour sur les personnes qui venaient me voir en cabinet, ce qui me permettait de connaître, de façon à, au final, créer une méthode la plus simple possible, parce que la plus grande difficulté, c'est d'être simple. Ça demande énormément de travail. Donc, avoir une méthode qui soit extrêmement simple, mais en même temps, c'est un bijou d'orfèvrerie. Hein. C'est-à-dire que tout est précis et d'une très grande précision, à la fois dans les paroles, dans les gestes et dans la technique. On va voir ça. Vous vous êtes basé sur votre histoire, pour le coup, en tout cas vos ressentis, et vous avez testé sur vous-même. Alors, au départ, je l'ai découvert sur moi-même. Eh oui. Et quand j'ai vu l'efficacité, du coup, j'ai commencé à l'utiliser en cabinet. Et puis maintenant, quand j'ai mis des milliers de séances de pratique, quand j'étais sûre que cette technique pouvait s'adapter partout, tout le temps, simplement, etc., je me suis dit, OK, je suis prête à transmettre. Donc j'ai monté un organisme de formation où j'ai aussi effectivement des formations pour les gens, les journalistes, les militaires qui vont en terrain d'opération, etc. Et puis, une formation spécialisée pour les thérapeutes. Alors, thérapeutes au sens très large du terme. Ça peut être aussi des médecins, ça peut être des psychologues, ça peut être des coachs. Tous ceux qui sont dans l'accompagnement. C'est un outil supplémentaire. Ce n'est pas une thérapie, ce n'est pas une nouvelle thérapie. C'est un outil pour ceux qui ont déjà des savoir-faire. Et le grand public ? Alors, le grand public, et effectivement, ils vont aller voir des thérapeutes formés. D'accord. Donc, ils peuvent venir me voir, hein, soit en visio, soit en cabinet, ou des thérapeutes qui sont formés. Mais la méthode Abri, elle doit être transmise à des thérapeutes. Voilà. Avant que vous nous parliez, parce que là, on a très envie de savoir, d'abord, évidemment, l'aspect flash, comme vous le dites, l'abri flash, avec cette technique en direct. Et puis ensuite, cette méthode fondée sur, vous le disiez, le souffle, la vitesse, le temps. On va voir ça, mais revenons un petit peu sur votre parcours de vie, parce que ça, c'est intéressant. Vous avez un parcours qui est quand même assez atypique. Vous dites, c'est 40 ans de travail sur moi. Oui. Et encore, ça s'adresserait plutôt à 45, mais... Ouais. C'est 40 ans de travail sur vous. Ouais. Ouais. En fait, ça a commencé très, 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 très jeune. Si je commence au début de la vie, je suis issue d'une famille où on voyageait énormément parce que mon père était ingénieur et du coup, comme il était brillant, il montait très vite. Donc à 10 ans, j'avais déjà fait 8 déménagements. 3 continents. Sur 3 continents. Donc pendant ces déménagements-là, il n'y avait rien de stable dans ma famille. Et en tant que petite fille, j'étais, je crois que d'aussi loin que je me souvienne, je me suis toujours posé la question qui on est, d'où on vient, où on va. Extrêmement jeune. Et à 12 ans, j'étais absolument persuadée que nous vivions sur 12 dimensions différentes et parallèles. Et cependant, j'avais une conviction, c'est que j'allais mourir à 28 ans. Oui, c'est ça. Alors ça m'a choqué. J'ai même mis un coup de stabilo comme ça. Je me suis dit, waouh, mais d'où vient cette conviction ? Eh bien, je ne sais. Ah, si, je sais d'où elle vient, cette conviction, en plus. À l'époque, quand on est parti habiter en Nouvelle-Calédonie, les soirées étaient assez mondaines. Et donc, mes parents, comme mon père avait été envoyé dans le Pacifique pour créer des agences d'ingénierie partout dans le Pacifique, il y avait une vie très mondaine. Et ma mère lisait un peu les lignes de la main de façon un peu mondaine. Et donc, je voyais qu'elle avait du succès. Enfin, c'était assez mondain. Et donc, je regarde mes mains et je me dis, oh, c'est bizarre. Ma ligne de vie est toute petite. Aïe. Et donc, je vais voir ma mère et je dis, est-ce que tu peux me lire ma main ? Et elle me dit, oh, non. OK. Vu que j'étais une petite fille très curieuse, j'ai été plongée dans ces bouquins. Et là, je vois ligne de vie toute petite,
mort brutale, je calcule, Aïe, aïe, aïe. 28 ans. Et là, vous aviez? Ah ben là, j'avais 12 ans. Ah oui, 12 ans. Donc, dans ma tête de petite fille, c'était, il faut que j'aille très vite, que je comprenne tout très vite. Je n'ai pas le temps, il faut que je comprenne tout très vite. Pas de temps à perdre, le temps est compté. Voilà. Donc tout de suite, il a fallu que j'aille dans la compréhension de l'humain, qu'est-ce qu'il y avait derrière. Voilà. Ça a été renforcé après, un peu plus tard, on est revenu en France, juste avant que je ne rencontre que les bouddhistes viennent à moi. Je pars au Baléares, je rencontre quelqu'un qui me lit les lignes de la main et qui me dit « Oh, tu vis pas longtemps, mais tu as une super vie quand même. » Aïe, aïe, aïe. Donc, renforcement de la croyance. Aïe, aïe, aïe. Renforcement de la croyance. Non. Mais par contre, du coup, je me suis intéressée à la mort très tôt. Je n'ai jamais eu peur de la mort. Et en réfléchissant, je me demande même si je n'ai pas fait une NDE à la naissance. Vraiment, parce que il y a... bon, déjà, c'est vrai que je ne respirais pas à la naissance, mais j'ai toujours eu une conscience de la mort, et on va dire la mort a été ma compagne toute ma vie. Mais ce n'est pas au sens morbide, hein. Mmh. C'est-à-dire que vraiment, j'ai l'impression de... C'est mon amie, enfin, je la connais. Une pensée pour votre 27e année? Je suis morte. Je suis morte à 28 ans. Sauf que je croyais que c'était une mort physique. Et c'était une mort symbolique. Donc ça veut déjà dire une chose, c'est que si vous regardez votre ligne de vie sur votre main et qu'il y a une cassure nette, ça n'est pas nécessairement une mort physique. Alors attendez, moi je n'ai pas la science infuse. On est d'accord, on est d'accord. Je n'ai pas du tout la science infuse, sauf que moi, ma ligne de vie, Ouais. elle s'arrête là, Ouais, alors que la plupart des gens, elle va là, Ouais, d'accord. ouais. Donc elle s'arrête là, Ouais. et j'avais une autre ligne à côté, et effectivement, il n'y avait rien entre. Et au fur et à mesure des années, j'ai toujours regardé mes mains, comment elles évoluaient, parce qu'elles évoluent. Et au fur et à mesure des années, eh bien, il y a un lien qui s'est construit entre les deux lignes et un carré qui est venu protéger. Très étonnant. Très étonnant. Enfin voilà, ça a été déterminant. Bon, ça c'était quand même un marqueur de votre vie Ah ouais. spécifique et qui aujourd'hui encore, j'imagine, ça doit se poursuivre en tout cas dans votre, Alors en dans fait, votre cheminement. alors par rapport à la mort, en tous les cas, vu que j'ai eu cette mort symbolique à 28 ans, je n'avais pas prévu mon avenir au-delà de 28 ans. Ah oui. Eh oui. Donc, comme pendant les premières années, en fait, on crée, alors on va employer un grand mot, du karma, des causes et des conséquences. On va dire que les causes et les conséquences ont amené jusqu'à l'âge à peu près de 40 ans. Et à 40 ans, je n'avais pas prévu que je serais encore en vie. Je n'avais pas prévu. Et là, du coup, je me suis rendu compte que à 40 ans, je savais pleinement qui j'étais. J'avais eu un cheminement très particulier, on pourra en parler si vous voulez. Et je me suis rendu compte que chaque pas que je faisais, je le créais en toute responsabilité. C'est-à-dire conscience que je créais ma vie. Ce cap des 28 ans, vous parlez de cette petite mort, mais vous ne nous avez pas dit quelle était cette petite mort. Ah. Si vous avez envie ça, d'en parler. Ça, c'est un peu spécial, ce qui s'est passé. Mais il faudrait revenir, faudrait revenir avant. Juste brièvement, pour nous dire quelle a été cette cassure, cette coupure. J'ai failli mourir alors que j'étais enceinte, que j'ai soi-disant fait une fausse couche, et que alors que j'aurais été enceinte de 8 mois, eh bien, il s'est passé quelque chose qui fait que le père de cet enfant-là m'a dit « Allez, on file à l'hôpital ». Et vu le parcours que j'avais avant, j'ai dit « Non, il faut que je sache, on va jusqu'au bout ».
Et j'étais prête à crever puisque... Vous étiez prête à mourir parce que vous aviez cette deadline, comme on Oui, dit, quoi, de oui. 28 ans. Donc je me suis dit, on n'a pas fait tout ça pour ça. Je vais jusqu'au bout. Et Voilà. tout se passe bien quand même. Et ça se finit bien. Bon. Ça se finit bien. Ça a failli se finir mal, mais ça a été un grand chambardement. Mais c'est issu de ce qui s'est passé avant. Voilà. C'est surtout ça. 40 ans de travail, 45 ans de travail sur vous-même. Et puis, vous l'avez évoqué d'ailleurs, vous dites le bouddhisme vient à vous. Et ça aussi, c'est une part importante de votre vie. Oui. Alors ça, c'est... après mon bac, j'avais commencé des études de médecine. Et puis, il se trouve que je rencontre un monsieur qui avait 10 ans de plus que moi, qui était photographe de mode, barbu, chevelu, et qui, 3 mois après notre rencontre, me dit « Ah Flo, faut que tu viennes, faut qu'on habite ensemble. » Donc du coup, je vais voir mon père et je lui dis « Papa, je m'en vais. » Il voit le monsieur, mon père très ingénieur, hein. Et il me dit ok, si tu pars de la maison, c'est que tu es indépendante, j'ai rien à dire. Maintenant, si tu pars avec cet homme, tu n'es plus ma fille. Ouf. Donc, je suis partie. Et bah oui, on ne demande pas à une gamine de choisir entre son père et sa vie future. Enfin, ça dépend. Enfin, pour moi, c'était clair. Donc, je suis partie. Difficile de continuer les études avec cet homme, ou alors c'était les grandes années de la pub. Donc du coup, très vite, je me suis dit, non mais il ne sait pas bien se vendre. Je ne savais pas que c'était un métier, donc du coup, j'ai pris son dossier. Voilà. J'ai commencé du coup à monter une petite boîte d'agence de photographes et d'illustrateurs. Bon, ça a duré 1 an et demi, ça s'est mal terminé. Sauf que ma vie était liée à lui. Donc... mes amis étaient liés à lui, mon métier était à lui, ma famille, j'avais plus de contact. Et il fallait que je fuis. Absolument. Donc un jour, enfin une nuit, j'ai bien anticipé, j'ai mis les quelques petites affaires que j'avais dans mon sac à dos. Et je suis arrivée à 5 heures du matin, après le premier métro. Et j'ai fait ça sur le bord de l'autoroute A6. Et là, tout de suite, les flics s'arrêtent. Ils voient une petite minette comme ça. Ils me disent non, non. Je dis, vous inquiétez pas. Et au moment où j'ai fait ça, j'ai senti que tout mon sentiment de liberté revenait. Et du coup, je passe les détails. Je tombe sur une voiture qui me dit où vous allez. Je dis, j'en sais rien. Je savais que j'avais une de mes amies danseuses qui donnait un spectacle vers Perpignan. Donc, du coup, je vais la voir. Et bon, bref, lors d'une soirée, quelqu'un me dit « Tu devrais aller au Baléares ». Donc, je vais au Baléares. Enfin, j'arrive toujours en stop en Espagne. Là, je n'avais pas prévu qu'il fallait prendre un bateau. Je rencontre des gens qui me disent « Ah, on est un groupe de musique, viens avec nous ». Ils s'appelaient UB40. Et donc, du coup, je prends le bateau avec eux. UB40, oui, ils étaient à leur début. Ils étaient à leur bien début. sûr, bien sûr. Enfin, et puis moi, je ne savais même pas qui quoi. c'était non plus. Ouais. Bon, bref, arrivé à Ibiza, eux avaient un concert à Ibiza. Moi, ça ne m'intéressait pas. Ils me disaient d'aller à Formentera. Je vais à Formentera. Là, je dors sur les plages. J'ai des rencontres extraordinaires. Quelle insouciance! Ah, mais totale. Et alors, j'avais plus rien. Donc, j'avais tout. Je n'avais plus rien. Ça, c'est extraordinaire. J'étais dans le lâcher-prise le plus total. Et c'est là où vraiment je suis hyper bien protégée. Parce que tout le monde voulait me protéger. Une petite minette toute seule, tout le monde voulait me protéger. Je dormais sur les plages. Et je me souviens très bien que j'ai senti ici une énergie, mais un truc de folie. Et un soir, dans une crique, alors on était avec quelques personnes du Venezuela, d'Australie, enfin de différents pays, je me suis adressée au ciel. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Aidez-moi à canaliser ça. OK. Et puis, j'avais vraiment plus un rond, j'avais plus rien. Je me suis dit, c'est bon, ce que j'avais à apprendre est appris. Toujours des circonstances extraordinaires qui s'enchaînent. Je remonte à Paris.
Et là, il faut absolument que je partage ça avec une de mes amies, c'est hyper important. Et elle me dit ah non, mais je peux pas, j'ai un truc ce soir. Je dis écoute, je viens avec toi, on va dîner après, il faut que je te raconte, c'est trop incroyable ce qui m'est arrivé. Et on arrive dans une maison à Montmartre. Je rentre dans cette maison, puis c'est entouré de jaune et de rouge. Je me dis bon, d'accord. On rentre dans une espèce de petit truc, il y avait une espèce de trône là. Ok, d'accord. On était quoi? On était 8-10. Et je vois quelqu'un, pas très grand, avec les yeux bridés, qui s'assoit sur le trône, ok. Il commence à donner un enseignement, il dit, il y a l'anneau de la dévotion, le crochet de la compassion. Quand le maître est prêt, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Et ils se mettent à chanter. Oh, tout va bien. Moi, ce qui m'intéressait, c'est d'aller dîner avec ma copine. On part de cette maison. Et là, le monsieur qui était sur le trône redescend et m'appelle. Et il me dit, mademoiselle, est-ce que vous pouvez venir me voir demain? Bon, oui, pourquoi pas. Vous vous laissez porter complètement à part tout ça. Hein. Ah, mais là, j'étais... Mais de tous les côtés, mais en fait. j'étais ouverte, mais en fait, j'étais prête. Ça aurait été un pickpocket qui serait arrivé, je serais devenue super pickpocket. Mais non seulement vous êtes hyper ouverte, mais vous êtes hyper chanceuse. Enfin, vous êtes quand même ultra protégée. Et ultra protégée. Parce que ça aurait pu... ça aurait pu quelle être totalement insouciance totale. Aujourd'hui, ça paraît ça paraît invraisemblable. Absolument. Hein. Enfin, quoique, ça dépend. Et donc, du coup, je vais le voir le lendemain, et il me dit, voilà, le maître de lignée d'Ujam Rinpoche donne une initiation sur la mort ce week-end. Je voudrais que vous soyez là. Encore. La mort. Encore. Je dis évidemment que je serai là. Et je me retrouve embarquée dans ce truc. J'assiste à cette initiation sur la mort de Jean Rinpoche. 3 semaines après, je me retrouve en retraite silencieuse en Angleterre. Et là, pendant cette retraite silencieuse, celui qui est devenu mon maître, maintenant il faut mettre un terme au maître, hein, mais à l'époque c'était encore la transmission de maître à disciple. Aujourd'hui, c'est plus nécessaire. Et on se retrouve là en méditation et il fait une introduction à la nature de l'esprit. Donc on est en méditation, un son très particulier qui pourfend l'ego et perception de la nature de l'esprit, ce sont des mots. Ok. Et à partir de là, c'était donc avant que le bouddhisme ne soit connu en France, hein, et j'étais à fond dedans. Donc il est devenu mon maître. Donc lui s'appelait Sogyal Rinpoche. Il a eu des soucis après, mais là c'était le début où il commençait à enseigner. Il recevait encore beaucoup d'enseignements de Dudjom Rinpoche et de Digo Khyentse Rinpoche, qui étaient les 2 maîtres de lignée. Et je suis devenue aussi son chauffeur, donc j'étais tout le temps avec lui, donc j'allais chez Dudjom Rinpoche, j'allais chez Digo Khyentse Rinpoche, avenue Victor Hugo, je partais en Dordogne avec lui, puis je suis devenue sa traductrice. Et puis, à un moment donné, il m'a dit... comme ça grossissait, il avait un centre à Londres, il avait un centre à Paris, il commençait à avoir un centre à l'Italie. On faisait des retraites, je recevais énormément d'enseignements. Et à un moment donné, il m'a dit, voilà, il y a les maîtres de plus en plus qui viennent en France. On change de centre, donc la maison à Montmartre, est-ce que tu veux bien y habiter? Et puis comme ça, tu reçois les maîtres qui... Incroyable, alors que vous n'avez rien. Non, mais c'est incroyable. Alors ça, c'est l'aspect intérieur, comment ça s'est passé. Mais parallèlement à ça, une fois que je suis partie, il fallait quand même bien que j'arrive à vivre. Donc, d'abord, j'ai été bookeuse dans 2 agences de mannequins. Ensuite, je suis devenue... ensuite, je me suis dit, ah, mais ce que tu as fait en tant qu'agent de photographie illustrateur, c'est un métier. Donc, en fait, ça s'apprend. Donc, je suis devenue assistante d'un agent de photographie illustrateur qui était assez connu à l'époque sur Paris. Donc, il y avait à la fois ce côté très in, le palace, le bain-douche, la pub des années 80, et en même temps, je faisais 3 à 5 retraites par an, où je recevais donc notamment un maître qui s'appelait Ayang Rinpoche,
lui, il avait passé, je crois, 20 ans en retraite et sa pratique, c'était le powa. Le powa, c'est une pratique qui se pratique à certains moments particuliers où on fait remonter sa conscience le long de sa colonne vertébrale jusqu'à la fontanelle et on lui fait faire des petites bulles. Cette pratique ne sert qu'à une seule chose, l'éjection de la conscience au moment de la mort. Incroyable. Et donc, je reçois, mais j'étais d'une naïveté. Mais total. C'était hallucinant. Total. C'est-à-dire qu'on me dit, Ayang Rinpoche arrive. Et on me dit, c'est le maître de la mort. Moi, je me dis, waouh. Et donc, je rentre pour aller vers cette maison à Montmartre. Et juste avant que j'arrive, juste devant, je vois un pigeon. La prochaine personne qui y passait l'écrasait. Et moi, dans ma naïveté totale, je me dis, le maître de la mort. Je prends le pigeon. Je prends le pigeon et j'arrive devant Ayang Rinpoche avec le pigeon. Bon. Et je dis, bonjour, tiens, le cadeau. Il me regarde bizarrement. Il prend le pigeon. 2 heures plus tard, il m'appelle et il me demande de mettre le pigeon dans le temple. Le pigeon était mort. Et quand je le prends, je vois 3 petites gouttes de sang au niveau de la fontanelle. Et là, je me dis, d'accord. Et j'ai une connexion avec ce maître juste incroyable. Donc, il nous enseigne le powa. Puis après, il va à Londres pour transmettre le powa. Je le suis à Londres. Et là, il était tellement lumineux. Je l'ai baigné dans sa lumière. Piège, piège. Parce que quand on a des êtres comme ça qui sont incroyablement lumineux, quand on baigne, alors certains sont trop près, peuvent se brûler, hein, mais si on est à la bonne distance, moi à un moment donné, j'ai cru que sa lumière était la mienne. Et c'était juste incroyable, c'est-à-dire que j'ai eu des réalisations à la fois à travers ce qui s'est passé chez les bouddhistes et ensuite ce qui s'est passé après, ou pour vous donner un des exemples de réalisations que j'ai eues, je travaillais à Châtelet, j'arrive aux Halles, et là, d'un seul coup, ma vision change, tout change, et je perçois chaque personne qui est là comme une cellule de mon corps, et je me sens comme une cellule de chacun des corps qui est là. Oh. Un truc juste incroyable, quoi. Incroyable. Donc, il y a eu ça, il y a eu tout ce travail bouddhique qui a duré 7 ans, et à un moment donné, j'ai la chance d'avoir un petit problème de santé qui fait que je vais voir des naturopathes. Ces naturopathes me disent bon, ben, on va te soigner alors avec des compresses de jus d'orange, de citron. Ouh là là. Ok. Et là, je me retrouve à être connectée avec des êtres. Alors là, ça va sembler très barré, hein, pour l'instant. Ça va sembler très barré. C'était déjà pas mal avant. Hein, mais ah bon non, c'est pas très barré. Non, c'était... Mais en tous les cas, il y avait de la perspective spirituelle avant. Oui, c'est ça. Et là, là, on rentre dans un truc où j'apprends à me nourrir par code. J'ai vu ça sur la préparation. J'ai vu alimentation par code. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, j'ai rencontré des intermédiaires d'êtres non terrestres. Et qui s'appelait l'équipe universelle, et qui nous expliquait que, alors il y a 40 ans de ça, hein, que tout est vibration, et que si
nous, humains, étions un petit peu plus éveillés, pour soigner notre corps, ce serait très simple, en admettant que le code d'un foie malade soit 362794, admettons, et que le code d'un foie sain soit 368712, ok. Il nous disait qu'il suffirait qu'il nous transmette le code pour que le foie de lui-même se retrouve à la fréquence d'être sain. Mais comme nous n'étions pas, pour l'instant, suffisamment éveillés, eh bien, ils allaient utiliser les codes humains. Donc, nous avions des menus ciblés et personnalisés. Donc, c'était, bon, alors, lundi midi, tu prends 6 rondelles de carottes, plus un jus d'orange, plus 25 raisins secs. Tu arroses. Alors, surtout, la nourriture, oui, c'est le langage de la terre. Donc, c'est important. Mais surtout, dans ce qu'on te donne, c'est le code. C'est-à-dire, tu ne prends pas tel élément avant tel élément. C'est le code que tu absorbes. Donc, pendant 7 ans, j'ai mangé comme ça. Le père de mes enfants a mangé comme ça. Grâce à ça, j'ai pu accoucher à la maison. On était vraiment tous les deux à vivre. Quelle histoire incroyable. Et non, ça c'est cet aspect-là, hein, parce que ma vie, c'est pas que ça. Non, non, clairement. Mais on va revenir après à l'essentiel. Hein, quand même, hein, mais, et donc, du coup, grâce à ça, j'ai eu vraiment une vraie prise de conscience avec les bouddhistes au niveau de l'esprit, avec l'équipe universelle au niveau de la cellule. Voilà. Juste un mot, cette équipe universelle, elle existe encore ? Ils sont partis en 1989, ils nous ont dit qu'il y avait plein d'autres mondes qui avaient besoin d'aide. Voilà. Et ceux qui étaient les intermédiaires de ça ont cru... Alors, ces intermédiaires-là, au départ, c'était des paysans, hein, bourguignons, hein, qui élevaient les chèvres. Et moi qui avais passé déjà pas mal d'années dans le bouddhisme, quand je voyais comment ils parlaient, je me disais, non, c'est pas possible, c'est pas eux. C'est pas eux. Clairement, c'est pas eux. Mais après, quand l'équipe a dit qu'elle partait, l'intermédiaire a cru, s'est dit non mais c'est moi. Et là, c'est devenu ensuite une secte. Mais avant que ça ne devienne une secte, il y avait vraiment... C'est hallucinant ce que j'ai appris. Toujours est-il que, en ayant eu ces acquis à la fois par l'esprit, puis par le corps, c'est là où je suis arrivée à un moment donné où je savais qui j'étais et je me suis dit, mais l'humain a besoin de quoi ? L'humain, il a juste besoin qu'on le prenne pour qui il est. Sauf que l'humain ne se sent pas reconnu dans la société, il ne se sent pas reconnu dans sa famille, il ne se sent pas reconnu dans son entreprise, il ne se reconnaît pas lui-même. Donc j'ai essayé de faire un chaînon. Je me suis dit, comment je peux faire un chaînon manquant entre le besoin individuel de chacun de se sentir reconnu et la globalisation, la mondialisation qui gomme toutes les individualités. Donc, il y a eu tout un... Et en même temps, je me disais, qu'est-ce que tu fais en excellence ? Tu as fait des trucs géniaux dans ta vie, mais qu'est-ce que tu fais en excellence ? Donc voilà, donc, il y a eu tout ce parcours, donc je passe vite. J'ai créé une société de production, de préservation de savoir et de transmission des connaissances. Donc je proposais des contenus audio et vidéo au tout début d'Internet, à l'époque où les ordinateurs n'avaient pas encore de haut-parleurs. Et je disais, mais l'Internet de demain, il est multilingue, il est audio et vidéo. Et on me disait, mais quel intérêt. Incroyable. Ben voilà. Bon, bref. Toujours est-il qu'il y a eu, à partir de là, je suis rentrée dans le monde de l'entreprise et je me suis rendu compte que tous mes acquis, dans le monde concret, ne pouvaient pas être utilisés. Donc j'ai mis un voile sur tous mes acquis parce que tout ça, c'était acquis. Par contre, je pars du principe qu'en fait, il y a deux sortes de courants. Il y a les gens qui vont aller de la matière vers la lumière et il y a des gens qui vont aller de la lumière vers la matière. Tout ça revient au même. Mais moi, c'est plutôt ramener les choses au concret. Voilà. Donc, créer l'entreprise, créer un nouveau concept, des nouveaux outils, etc. C'est ce qui m'a mis dedans, complètement. Et puis,
Voilà, ça s'est arrêté parce que d'une part, il y a eu les problèmes financiers, puis mon client principal, c'était les laboratoires Servier, il y a eu l'affaire du Mediator. Enfin bon, ouais. Et donc, vous fréquentez que des gens extrêmement fréquentables, ou entre ceux qui terminent dans des sectes, entre un laboratoire qui a... Ah, le laboratoire, c'était fabuleux. J'ai interviewé les chercheurs. Je n'étais pas du tout du côté commercial du laboratoire. J'ai interviewé des chercheurs. Oui, enfin, comment ils travaillent sur les molécules. C'était passionnant. C'était passionnant. Enfin, passionnant. Ce nom reste quand même dramatique. Il reste associé au Mediator. Dramatique. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, mais on retiendra ça. Voilà, le grand public retiendra ça. Mais en tous les cas, moi, j'avais contact avec les chercheurs, et les chercheurs sont des gens magnifiques. Magnifiques. Alors, incroyable, ce parcours de vie, il est juste... C'est vraiment un petit résumé, oui. Oui, c'est un petit résumé, j'imagine. Et effectivement, quand on entend ça, on se dit c'est quand même... c'est un parcours de vie extrêmement riche, avec une très grande naïveté, et en même temps, une protection incroyable. C'est-à-dire que vous avez eu une chance inouïe quand même. Oui. Vous arrivez absolument. À vous balader un petit peu partout en France et en Europe, avec des gens que vous connaissez sur l'instant, qui vous disent viens, on t'embarque avec moi, avec nous, et tout se passe bien. Tout se passe bien. Bon. Tout s'est toujours bien passé, je n'ai jamais eu un seul problème. Mais je crois que ça dépend comment on est aligné avec soi. Donc vous l'étiez? Probablement. Puisqu'il ne... Voilà, probablement. Oui, effectivement. Et pareil, au niveau santé, j'ai jamais rien eu. Mais je pense qu'on est... vous voyez, juste pour vous dire, quand je suis morte, entre guillemets, à 28 ans, les croyances extérieures, grâce à l'équipe universelle, les croyances extérieures ont été enlevées. Ensuite, les croyances intérieures sur soi ont été enlevées. Et ça prend des années. Alors, je veux bien, et pourtant je suis quelqu'un de rapide, hein, mais ça prend des années avant de se désintoxiquer de nos croyances, de la façon dont on s'est construit, etc. Et quand tout ça a été enlevé, on m'a mis dans un shaker. Alors, effectivement, hein, on peut devenir fou. Hein. Si on n'est pas équilibré, on peut devenir fou. Et là, quand il y a eu ce shaker, quand plus rien n'existait, il y a quelque chose qui est né. Moi, je l'ai appelé ma part de responsabilité. C'est un truc, c'est pas grand, hein. C'est là. Alors certains vont l'appeler le joyau intérieur, certains vont l'appeler d'autres noms. Moi, c'est comme ça que j'ai vécu, parce que je l'ai vécu dans ma chair. Ce truc-là, rien ni personne, dans cette vie ou dans n'importe laquelle, ne peut y toucher. C'est un truc qui est incroyable. Incroyable. Et quand j'ai eu tout ça, à un moment donné, alors je recevais beaucoup à l'époque. Hein. Je recevais, je faisais de l'écriture automatique, j'avais des visions, etc. Avant que je ne mette un voile sur tout ça. Et à un moment donné, j'ai reçu une espèce de vision, c'était écrit sur les tables de la loi. Comme sur une table de la loi, il y avait ces 5 phrases. Il y avait pensée d'amour, parole d'amour, acte d'amour, vie d'amour, être d'amour. Et chez moi, ça a fait Eureka. Malgré tous les enseignements que j'avais eus de toutes sortes, etc., je me suis dit, on a envie d'être... Alors là, c'est amour, mais on peut mettre n'importe quel nom à la place. Hein. Paix, équilibre, ce qu'on veut. On veut être un être équilibré, on va prendre équilibre. On veut être un être aligné, ok? Ben, c'est facile. On commence par avoir une pensée alignée, puis 2 pensées alignées, puis des pensées alignées. Quand nos pensées sont alignées, comme la parole est le reflet de nos pensées, une fois que nos pensées sont alignées, ben on va avoir une parole alignée, puis 2 paroles alignées. Quand nos pensées sont alignées, nos paroles sont alignées, ben quand on va agir, on va avoir un acte aligné, puis on va avoir des actes alignés. Quand nos pensées, nos paroles et nos actes sont alignés, ben notre vie s'aligne. Et quand nos pensées, nos paroles, nos actes et notre vie sont alignés, on est un être aligné. Et c'est facile. Et c'est accessible à tout le monde. Incroyable. C'est facile.
C'est extraordinaire parce que on sent ce parcours de vie que vous avez qui est assez étonnant. Et puis, vous avez toutes ces pratiques que vous allez avoir, la PNL, le FT, ça c'est après, voilà, le MDR. exactement. Évidemment, il y a tout ça, tout se poursuit. Voilà, le c'est cursus ça. continue. C'est-à-dire que j'avais toujours créé, parce que j'ai été artiste, j'ai chanté, j'ai dansé, j'ai créé des costumes, j'ai créé des décors, j'ai créé une compagnie, enfin bon, ouais. Donc j'ai toujours créé. Malheureusement, et je vous dis ça vraiment en toute humilité, c'est pas bien d'être en avance. En avance un peu, c'est bien. Mais quand on est trop en avance, ben non, on est décalé. Et donc j'en avais marre de créer. Et du coup, l'hypnose est arrivée, je me suis dit, oh, c'est quoi ce truc? Je ne sais pas ce que c'est. Bon, c'est vrai que j'avais fait aussi pas mal d'années en expansion de conscience. Donc j'étais quand même très sensible à tout ça. Et puis après toutes les années d'entreprise, j'ai mis un voile. Et je me suis formée à la gestion, au juridique, l'entreprise, etc. OK. Et du coup, quand l'hypnose est arrivée, je me suis dit, c'est quoi ce truc? Et il n'y avait que 2 écoles à l'époque. Il y avait l'IFHE et l'Arche qui donnaient des cours, des enseignements, des formations d'hypnose. Alors je regarde, il y avait un petit module de 5 jours sur préparatoire. Donc j'essaye de m'y inscrire, on me dit, bon, bah, tu es sur liste d'attente, je dis ok, pas de problème. Et puis là, on me prévient 48 heures avant, on me dit, ah ben il y a une place qui s'est libérée. Je dis ok. Donc comme je ne savais pas si j'allais le faire, j'ai rien regardé. Rien. À mon habitude, je lâche. Je laisse venir, je lâche. Et donc, à la fin de la première journée, j'ai tout le voile là, sur lequel j'avais mis vraiment un voile sur tous ces acquis intérieurs. Je sens le voile qui fait... Je me dis, ah, ok. Donc, je commence à apprendre l'hypnose ericksonienne, l'hypnose humaniste, la PNL, le FT, le MDR, la cohérence cardiaque. Je forme un groupe de pairs pour que, justement, on fasse... on augmente nos compétences, notre excellence, etc., etc. Et puis, je monte en cabinet. Et puis, au fur et à mesure de la pratique, c'est là où je me rends compte que... où je fais ces rencontres avec des gens des ONG. L'ONG, et c'est là que démarre la fameuse aventure Abri. Abri. Voilà. Absolument. Pour quelqu'un qui ne voulait pas créer à un certain moment, qui se dit j'arrête de créer, comment dire? Ben oui. En fait, vous ne faites que ça. Donc, votre véritable nature est de créer. Oui, c'est vrai. Mais alors que moi, ma véritable nature, c'est d'être en équipe. J'ai toujours voulu travailler en équipe, être avec d'autres. Ouais. Et l'hypnose, enfin, c'était un truc que je n'avais pas créé. Trop bien, j'étais ravie. Et puis finalement, oui, j'ai créé cette méthode. Alors, vous avez créé donc l'Abri, A-B-R-I-H-E. C'est une méthode qui est née, vous dites, presque par hasard pendant cette recherche, évidemment. Et vous dites que vous avez été complètement sidéré par cette méthode. Ah, mais les résultats sont incroyables. Les résultats sont incroyables. Ah non, les résultats sont absolument incroyables. Même encore... Comment la décrire en quelques mots, cette méthode Abri? Cette méthode, comme je vous l'ai dit, elle agit sur la vitesse, sur le temps et sur le souffle. Mais ça, à ce moment-là, quand on va faire l'abri flash, vous comprendrez... Alors, l'abri flash, je vous ai dit, c'est une toute petite partie. On va dire que... Parce que finalement, on n'invente jamais rien. Il y a des influences. Alors, évidemment, il va y avoir des influences de PNL, il va y avoir des influences d'hypnose, il va y avoir des influences de MDR, il va y avoir aussi des influences d'une méthode des anciens sorciers yaqui qui s'appelle la récapitulation. C'est un mélange avec tous les acquis que j'ai. Je me suis dit, OK, ça c'est valide, ça c'est pas valide, ça on rajoute ça, ça on enlève ça, ça, nanana, voilà. Et vous en avez fait votre méthode donc? Une méthode, on va dire, qui mélange à peu près de 7 à 10 méthodes différentes. Et c'est une méthode pour fluidifier? Fluidifier les traumatismes émotionnels, absolument. Les traumatismes émotionnels. Donc ça veut dire que dès qu'on se retrouve face à une émotion, d'abord on l'accueille, cette émotion, on la reçoit, elle est là, elle est en nous, elle est, bon, voilà, elle est ce qu'elle est. Et l'idée c'est de quoi? C'est qu'elle ne nous submerge pas? Alors, il y a une différence entre une émotion et un trauma. Alors, pour vous expliquer,
Tout ce que nous vivons, chaque jour, chaque événement que nous vivons, notre cerveau l'encode. D'accord? Qu'est-ce que c'est que le codage d'un événement? C'est ce que nos 5 sens perçoivent, nos yeux, nos oreilles, notre nez, notre bouche et ce qu'on touche, mais également qui vont générer, dans un cas particulier, des émotions. Ces émotions vont se transformer en sentiments, puisqu'il y a l'aspect psychologique, qui vont générer des sensations, et tout ça va générer une croyance. Dès qu'on vit quelque chose, notre cerveau encode tout ça. La plupart des choses que nous vivons à longueur de journée, notre cerveau va le digérer. Quand? Comment? Pendant qu'on dort. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est qui dort? C'est notre partie consciente qui dort. Cette partie consciente, elle gère 3 à 9 informations secondes, alors que notre inconscient, c'est 2000 informations secondes. Donc pendant qu'on dort, la partie consciente, elle dort, et enfin, l'autre partie de notre cerveau peut aller prendre ces informations archicodées et les faire passer dans une autre partie du cerveau. D'accord? Quand il y a un trauma, ce codage se met en court-circuit. Et donc, quand la nuit, le cerveau veut digérer ces informations, c'est un peu comme si un message d'erreur sortait, information non ordinaire. Il laisse de côté. La nuit suivante, il fait passer ce qui s'est passé dans la journée, information non ordinaire. Et ça peut durer des jours, des semaines, des mois, des années, voire une vie. C'est ce qu'on appelle aussi le stress post-traumatique, avec des cauchemars, des choses récurrentes, et puis énormément d'effets secondaires qui peuvent arriver d'un stress, d'un trauma. OK. Il y a 2 techniques vraiment très efficaces pour la fluidification des traumatismes. Le MDR, parce qu'avant je ne jurais que par le MDR, et l'abri. Les modes opératoires sont très différents. En EMDR, le patient, le client, est passif, c'est-à-dire que le thérapeute va faire soit des stimulations alternatives oculaires ou auditives ou kinesthésiques. Il faut faire plonger la personne dans le trauma. Et la personne doit être associée. Et en fait, souvent, après des séances de MDR, il peut y avoir des remontées émotionnelles. La méthode abri, le patient, le client, est actif. Donc, il n'y a aucune remontée émotionnelle. L'efficacité se fait dans 98% des cas en une séance. Et là, bon, alors j'ai plein de témoignages vidéo, j'ai plein de témoignages parce que les résultats sont incroyables. Sur les traumas, hein, vous parlez. Hein. Sur les traumas. Pas sur les émotions. Ah si, mais les émotions, une émotion, c'est gérable. Bien sûr. Moi, je parle vraiment des traumatismes qui sont handicapants pour les personnes. Quelqu'un qui a subi une agression, quelqu'un qui a eu un deuil violent, qui a eu un accident. Voilà, ça, c'est mon quotidien. Je reçois des gens quotidiennement. En une séance, vous pouvez régler ça? Dans 95% des cas. En général, je ne dis jamais... Alors, en une séance, c'est en une séance d'abri. Mais avant de faire l'abri, d'abord, j'ai besoin de savoir comment la personne est construite. Bien sûr, il y a un échange. D'abord, je fais baisser le stress et l'anxiété parce que ça augmente tout 30%. Et après, dès qu'on commence la séance d'abri, dans 95-98% des cas, ça se passe en une séance. Et donc, du coup, j'ai beaucoup, c'est mon quotidien. Donc, j'ai énormément d'expérience là-dessus. Et je suis bluffée à chaque fois de voir comment le cerveau de chacun, comme la personne est active, comment le cerveau de chacun arrive à trouver des ressources. C'est hallucinant. Donc, ce que vous allez nous présenter là, c'est un mini-abri. C'est l'abri flash. Flash, voilà. C'est-à-dire une partie. C'est une partie de la technique. D'accord. Et qui permet donc de gérer... De gérer les émotions au quotidien. Les émotions pour le coup. OK. Donc, ça veut dire que si je me sens envahi par une émotion de colère Alors justement, mais c'est ce qu'on va faire. J'aimerais que vous trouviez une émotion. Oui, je viens de vous la dire. De la colère. De la colère. OK. Cette émotion de colère, cette colère, vous la ressentez où à l'intérieur de votre corps? Dans l'estomac. OK, très bien. Vous êtes droitier ou vous êtes gaucher? Droitier. OK. On va imaginer une ligne du temps horizontale. D'accord? Passé, présent, avenir, en sachant que le présent est là. Votre passé, vous le mettez sur votre gauche ou vous le mettez sur votre droite? Mon passé, je le mets à gauche. OK, très bien.
ce qui est le cas de beaucoup de gens, mais pas de tous. Ça, c'est extrêmement important. Si tous ceux qui vont faire la méthode Abri après, il faudra bien vérifier à ne pas se tromper de sens, sinon on va augmenter. C'est pas lutte. Autre réserve, vous ne ferez l'abri flash que si vous n'avez aucun problème de cervical. D'accord? Ok, je suis en miroir par rapport à vous. Donc je vais faire les choses du même côté que vous. Après mes explications, vous tournerez votre tête sur votre gauche. Là, vous allez vous connecter sur les sensations que vous avez dans l'estomac. Ok? Une fois que vous êtes connecté à vos sensations, vous allez prendre une respiration par le nez. Vous bloquez votre respiration. Vous tournez rapidement votre tête à droite. Ne le faites pas maintenant. Ok. Vous tournez rapidement votre tête à droite et vous soufflez par la bouche. Ok. Bloquez. Tournez rapidement la tête à gauche, inspirez par le nez. Bloquez. Tournez rapidement la tête à droite, soufflez par la bouche. Bloquez, etc. Donc on inspire toujours à gauche par le nez, on souffle toujours à droite par la bouche, on ne fait jamais tourner son souffle. D'accord? Maintenant, ce qui compte dans cette technique n'est pas du tout l'intensité du souffle, parce que si vous inspirez, que vous expirez trop fort, vous allez hyperventiler en amenant trop d'oxygène au cerveau. Ce n'est pas le but de la technique. Ouais. Ce qui compte dans cette technique, c'est la vitesse et le mouvement. Donc, je vous montre la vitesse à laquelle il est important de le faire. On est dans le présent, on met la tête à gauche. On connecte au lieu de la sensation. Vous, c'est l'estomac. Pour d'autres personnes, ça va être une autre partie du corps. Vous vous connectez à la sensation que vous avez. On oublie le mental, ça ne touche pas le mental. D'accord? Ça joue directement sur les connexions. Vous connectez. Dès que vous êtes connecté, à cette vitesse-là. Ah oui. D'accord? Les yeux fermés? C'est mieux, mais vous pouvez aussi faire les yeux ouverts. Je pourrais pas. Bon, comme vous voulez. Ok. Donc, vous le faites 7 fois. Vous ne comptez pas, je vais compter pour vous. Ah, vous voulez que je le fasse là maintenant? Non, 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 je vous donne toute la technique de l'abri flash. Ok. Quand je vous dirai « OK », vous revenez tête droite. Tout de suite, vous laissez votre corps prendre une grande inspiration par le nez. Sur l'expiration, vous allez souffler par la bouche, mais en mettant peu d'air, comme si vous souffliez dans une paille. Et en même temps, vous allez prononcer le son doux, mais en émettant un son le plus grave possible pour qu'il vienne du ventre. Je vous montre. Doux. Pourquoi ça a paru un petit peu long? Simplement parce que j'ai tout lâché. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Doux, doux. D'accord? Et là, vous allez laisser votre corps se vider de tout son air. Quand vous pensez qu'il n'y a plus d'air, il y en a encore plein. Vous le laissez se vider, se vider, se vider. Quand votre corps n'a plus d'air, de lui-même, il reprend une respiration. Et on fera ce doux sur 3 respirations. D'accord? D'accord. Quand vous allez commencer, vous ne croisez surtout ni les mains ni les pieds. Ah, mais vous voulez que je le fasse là? Oui. Mais si je le fais là, je vais vous dire, ça va être compliqué que je le fasse là. Je vais vous dire pourquoi. Si je l'expérimente là maintenant, j'aurai des maux de tête. Ah non, non, je ne pense pas. Parce que vous avez un problème? Avec mes yeux. Et si je fais un mouvement comme ça rapide, je vais avoir... vous êtes sûr? Vous ne voulez pas essayer? Non, mais je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est que les gens vont pouvoir revenir en arrière un petit peu pour suivre précisément ce que vous venez de dire. Oui. Et ils vont pouvoir remettre le curseur sur la vidéo pour Très reprendre exactement vos informations. Alors, si vous voulez pour bien que les gens aient tout, vous êtes là, vous ressentez l'émotion là où elle est. Et je vous montre les 2 mouvements. Je ressens l'émotion là où elle est. Doux. Et ça 3 fois. D'accord? Tout ça 3 fois? Non, ça. Juste 7 fois, 3 fois. Okay. Si l'émotion est récente, un seul passage, 7, 3 suffit.
Si c'est une émotion ancienne, peut-être 2. Si c'est une émotion très, 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 très enquistée, à ce moment-là, un peu plus. Donc, cette technique-là, c'est quelque chose qui devrait être appris aux enfants à partir de la maternelle. On a plein d'outils qu'il faut que nos enfants aient. En fait, notre cerveau peut créer ses propres ressources. Donc, on a plein de choses à transmettre à nos enfants pour que c'est eux qui vont créer le monde de demain, qu'ils aient les outils pour réellement transformer les choses. Alors ça, c'est une technique. Encore une fois, je vous invite évidemment à expérimenter, à faire ça de votre côté. Oui, je vous invite vraiment à expérimenter. Et à refaire la voilà. les Et surtout, vous voyez, c'est simple, c'est très simple, mais il faut vraiment pas se tromper. C'est vraiment, on inspire par le nez à gauche, on souffle par la droite. Si vous voyez que quand vous faites ça, votre émotion augmente, c'est qu'il faut changer de sens. À ce moment-là, vous inspirez par la droite et vous soufflez par la gauche. Voilà, c'est ça. Ce que j'allais dire, c'est que là, on a pris la problématique, en l'occurrence la mienne. C'est-à-dire, quand vous m'avez demandé de localiser, je vous ai dit l'estomac. Droite-gauche, c'est surtout le temps. Voilà, c'est surtout ça, d'accord. C'est surtout le temps, parce qu'on ne code pas le temps de la même façon quand on est droitier ou gaucher. Et même dans les gauchers, moi je suis gauchère, mais même dans les gauchers, tout le monde n'est pas inversé. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Mais c'est simple. On simplifie, on rentre dans la complexité pour la méthode Abri, mais pour la méthode l'Abri Flash, c'est simple. On connecte à ce qu'on ressent, on fait gauche-droite 7 fois, doux 3 fois, on vérifie. Si ça augmente, on change de sens, mais sinon, tout de suite, on sentira. Il faut rester juste connecté à ses sensations. Bon, si vous voyez quelqu'un dans le bus, dans le train ou dans l'avion faire la méthode de l'Abri, bon, voilà. Soyez pas étonnés. Hein. Et même, vous voyez, par exemple, c'est ce que je dis à certaines personnes pour l'Abri Flash. L'Abri Flash, dans la famille, vous ne vous entendez pas avec vos parents, votre conjoint, etc., etc. Au lieu de monter dans les tours, vous vous mettez dans un coin, même aux toilettes, on s'en fout. C'est rapide, c'est facile. L'idée, c'est de... L'émotion arrive, on ne fait pas comme si elle n'existait pas, parce que ça, il n'y a rien de pire que tout. On la fluidifie. Et c'est vraiment le mot le plus adéquat, c'est on la fluidifie. Étonnant. Étonnant, inspirant. À tester, vraiment. À tester. Oui, non, oui, mais oui, vraiment, oui. je suis complètement d'accord avec vous. C'est très important. Vous formez? Oui, alors justement, je forme des thérapeutes qui ont déjà... je ne forme pas des thérapeutes débutants. Je forme des thérapeutes, quand je dis pas débutants, c'est-à-dire pas ceux qui sortent de l'école. Parce que quand on sort de l'école, on a surtout besoin de pratiquer ce qu'on vient d'apprendre. Il faut expérimenter un petit peu avant de... Mais quand on a un peu une pratique, quels que soient les types de pratiques, vous voyez, par exemple, j'ai des amis, des confrères qui ne juraient que par le EMDR aussi. Et puis à force, alors maintenant, heureusement, EMDR France a mis des objets pour plus, parce que moi j'ai des copines, elles se sont fait des tendinites à force de... Ah oui. Oui. Et puis la méthode Abri en entier, elle, pour les traumas, c'est aussi confortable pour le thérapeute, puisque c'est le client ou le patient qui travaille. Et le cadre est super important, mais c'est plus confortable pour le praticien. En tout cas, la méthode Abri pour les traumas, la méthode Abri Flash pour les émotions. Oui. Voilà. N'importe où, n'importe quand, n'importe quel moment, dès qu'on en ressent le besoin et l'envie. Absolument, absolument. Voilà. Vous avez écrit d'ailleurs sur la méthode Abri. Alors, je suis en train, parce que ça fait longtemps qu'on me le demande, je suis en train d'écrire un bouquin sur la méthode Abri. Moi, je suis plus une femme de parole, mais il faut bien écrire. Donc, je suis en train d'écrire ça. Je suis en train d'écrire un autre bouquin qui s'appelle « Le voyage de la transformation consciente », qui reprend pensée, parole, acte, vie, être. Donc, j'écris un bouquin là-dessus. Là-dessus, je fais aussi des podcasts. Vous avez votre chaîne YouTube? Oui. Et du coup, je prépare des ateliers. Alors là, ça sera tous les jeudis, de 20h à 22h. En petit groupe? Non, ouvert. Hein. Ça va coûter par abonnement 60 € par mois pour 4 séances d'accompagnement par mois, de 2 heures, où je vais pouvoir aider les gens, les accompagner dans ce voyage de la transformation consciente. Okay. Et puis la chaîne YouTube,
où là, maintenant, j'ai mis en ligne des séances d'hypnose gratuites et des méditations gratuites. Bravo Florence. Bravo, c'est incroyable. Alors, je rappelle que Florence nous avait bien décrit le truc en disant j'arrête de créer, hein, c'est réglé. Mais bon, voilà, en fait. Voilà. Alors, très honnêtement, vous savez de quoi j'ai envie vraiment. Vraiment. J'aimerais sincèrement pouvoir travailler avec un scientifique. C'est ce que j'allais vous demander. En PET scan. Mais ce serait extraordinaire de faire valider ça. Mais je ne demande que ça. Parce que j'ai de tels résultats que je voudrais vraiment savoir ce qui se passe dans le cerveau. Vraiment, vraiment. Et la faire breveter? La faire breveter, je ne sais pas. Enfin, de toute façon, tout ça est déposé. Oui, j'imagine. Mais c'est surtout que le monde a besoin de ce type de technique. Alors évidemment, ce n'est pas la seule. Hein. Attention, hein, je suis... Non, c'est votre méthode, mais peu importe, on se fout que ce soit moi. Bien sûr. Cette méthode est vraiment efficace et elle peut aider énormément de gens. Donc j'aimerais effectivement pouvoir la faire valider scientifiquement, ça serait l'idéal. Bon, s'il y a quelques scientifiques qui ont envie de s'aventurer dans cette nouvelle aventure avec Florence. Merci infiniment, Florence. Avec plaisir. C'était un vrai bonheur de vous entendre. C'est très gentil, Quel merci. parcours de vie incroyable. Et je me dis, en 2025, vous imaginez, moi, je souhaite à personne, vraiment, d'avoir une fille comme vous, qui un jour souhaite vivre ce genre d'aventure. Eh bien, je vais vous dire, j'ai 2 garçons. Je serais tétanisé. J'ai 2 garçons et leur vie est incroyable. C'est vrai? Bon. Les chiens ne font pas des chats. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Florence. Avec plaisir. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était passionnant de vous écouter. Vous allez commenter, bien sûr. Vous allez pratiquer. Mettez en pratique le petit exercice flash de l'abri flash que vous a préconisé Florence il y a quelques instants. Et puis surtout, commentez. Dites-nous de quelle manière vous avez ressenti les choses. Avec plaisir. Dans les commentaires, c'est important d'avoir des retours. Absolument. Et si ça a été suffisamment efficace pour vous. Si ça ne l'est pas, vous pouvez le dire aussi. Et rapprochez-vous de Florence pour aller un petit peu plus en profondeur et voir si la méthode a bien été voilà, c'est ça. Pratiquée. Parce que c'est simple, mais c'est rigoureux. Mais c'est rigoureux, oui, absolument. Merci beaucoup. Avec Prenez plaisir. soin de vous et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.